Des millions d'images, imprimées en 4 couleurs, sont mises en circulation tous les jours. Ce procédé fut inventé au début du XVIIIe siècle par un graveur génial et oublié, Jacob Christophe Leblond. Avant Leblond, la couleur existait déjà dans l'estampe. Dans les cartes à jouer ou les images pieuses du XVe siècle, elle était ajoutée à la main sur les épreuves. Pour obtenir des clairs-obscurs, des artistes comme Hans Baldung Green superposaient plusieurs planches de bois. Chacune portait un aplat de couleurs. Dès la seconde moitié du XVIIe siècle, certains graveurs utilisaient l'ancrage à la poupée. La poupée est un petit chiffon. Elle sert à appliquer chaque couleur désirée sur la même plaque de cuivre, mais en des endroits différents. Cette opération doit être répétée autant de fois que l'on souhaite d'exemplaires. C'est avec Leblond que tout change. Il voit le jour en 1667 à Francfort, dans une famille où on pratique la gravure depuis de nombreuses générations. Le procédé qu'il réussit à mettre au point lui permet d'obtenir des estampes en couleur reproduisant des peintures de maîtres célèbres. Pour imposer son invention, il gagne successivement Amsterdam, Londres et enfin Paris, où en 1737, le roi lui accorde le privilège d'imprimer ses tableaux en couleur. Leblond n'invente pas à partir de rien. Pour que ces encres de couleur puissent se fondre les unes dans les autres, il a recours à une technique de gravure inventée quelques décennies plus tôt. C'est le mezzotinto, appelé également manière noire. Dans une gravure au burin ou à l'eau forte, les valeurs sont rendues grâce au travail des hachures, plus ou moins profondes, resserrées ou croisées. Par contraste, la manière noire propose des tons continus, dégradés, aussi finement nuancés que ceux d'une photographie. Le secret de ce velouté réside dans la préparation de la plaque. Elle est d'abord grainée d'une myriade de petits trous au creux desquels l'encre viendra se loger. L'outil qui sert à préparer la surface, le berceau, est longuement balancé dans toutes les directions pour obtenir un grain régulier. Si l'on imprimait la plaque à cette étape du travail, on obtiendrait un noir parfait. Le graveur reporte à ce moment-là son dessin sur la plaque. Son travail va consister à modifier le grainage pour parvenir aux valeurs proposées par le dessin. À l'aide d'un instrument appelé grattoir, il rase le grain avec plus ou moins de force, selon les transitions qu'il veut ménager dans son image. Il parfait son travail au brunissoir. Plus la structure créée à la surface par le travail du berceau aura été écrasée, moins l'encre y sera retenue. Les blancs parfaits, obtenus en dernier, sont le fruit d'un travail long et délicat.
Si le Blond a l'idée d'intégrer les couleurs à cette technique de gravure en noir et blanc, c'est qu'il a réfléchi à la théorie de la couleur récemment exposée par Newton. Celui-ci vient en effet de démontrer que les diverses teintes perçues par notre œil résultent des combinaisons des couleurs primaires de la lumière. Dès 1666, il a réussi à les décomposer grâce à des expériences avec le prisme. Newton est un physicien. Il parle des couleurs contenues dans un rayon de lumière dont l'addition redonne le blanc. En homme de pratique, le Blond est contraint de son côté de faire la différence entre les couleurs du spectre lumineux, qu'il appelle impalpables, et celles dont se servent les peintres. Obtenues à partir de plantes ou de minéraux, ces dernières sont opaques, matérielles. En les additionnant, on obtient du noir. C'est avec ces couleurs matérielles que le Blond tente de définir des lois de combinaison simples, utiles à l'imprimeur. Il découvre qu'en superposant 3 couleurs seulement, le bleu, le jaune et le rouge, il peut obtenir toutes les autres teintes. Les fondements de son invention sont exposés dans le Colorito qu'il publie en 1725. Pour le Blond, il s'agit de prévoir par l'expérience quels sont les dosages du jaune, du rouge et du bleu qui entreront dans la composition d'une image. Ces 3 couleurs sont distribuées chacune sur une plaque différente, décomposant le même dessin. Superposées lors de l'impression, elles reconstituent l'image dans toute l'étendue de la gamme des couleurs. Les plaques sont repérées pour se superposer avec la plus grande précision. Le papier a été humidifié pour le rendre amoureux de l'encre. C'est l'habileté du graveur qui est décisive. Il doit être capable de sélectionner au jugé quelle proportion de bleu, de jaune et de rouge entre dans la couleur qu'il veut obtenir. La sélection à l'œil est un véritable tour de force qui demande un long apprentissage, aujourd'hui remplacé par une lecture électronique. Dans cette façon d'imprimer, le noir peut être obtenu par saturation des 3 couleurs. Mais pour éviter les risques de bavure et d'empattement, le Blond finit par confier le rendu des ombres et des détails à une 4e plaque ancrée en noir. C'est la raison pour laquelle on parle aujourd'hui de quadrichromie, impression en 4 couleurs.
Le grand secret de la réussite de Leblond consiste à avoir mis au point des encres qui peuvent être couvrantes ou transparentes. Une laque jaune clair entre par exemple dans la composition de cet ocre. Elle n'apparaît à l'état pur que dans les parties où le cuivre a été le plus finement gravé. Ces jeux entre la texture de la plaque et les possibilités des encres de couleur permettent de multiplier à l'infini les nuances et les ressources du procédé. Inventeur génial, Leblond n'a aucun talent pour les affaires. Les querelles de brevets et les banqueroutes successives le laissent démuni quand il meurt à Paris en 1741. 3 de ses élèves peuvent prétendre à sa succession: l'admiral, peu actif mais sans doute le plus doué, Robert et Gauthier d'Agoty. Répondant à un besoin de l'époque, tous s'appliquent la technique de la gravure en couleur à la reproduction de planches anatomiques. D'Agoty se révèle le plus entreprenant. Aussitôt après la mort de Leblond, il s'attribue le privilège et la paternité de l'invention. La centaine de planches qu'il a laissées reproduisent des tableaux célèbres, des portraits de grands hommes et illustrent plusieurs ouvrages d'histoire naturelle et d'anatomie. Les plus belles planches produites par D'Agoty ont la singularité de présenter des corps humains à l'échelle véritable. La planche anatomique semble prolonger la séance de dissection. Cette période est en effet un moment clé de l'histoire de la perception. Les chirurgiens mettent leur savoir sous les yeux de tous, dans des démonstrations publiques qui prennent l'aspect de grands spectacles. Le graveur et le chirurgien peuvent être comparés. Tous deux sont des expérimentateurs qui se servent semblablement de leur œil et de leurs mains pour sonder les apparences. Le chirurgien Garangeau définit la chirurgie comme un industrieux mouvement de la main, dirigé par des yeux perçants et clairvoyants. D'Agoty se vante de pratiquer lui-même ses dissections. Mais il ne se contente pas d'explorer le labyrinthe du corps humain, il le recompose selon un modèle idéal. Les teintes cireuses, les muscles flottants sur un fond vert olive, les corps partiellement écorchés dont les visages sont laissés indemnes pour l'agrément, donnent à ces images un caractère fortement onirique. L'expressivité finit par l'emporter sur le supplément d'exactitude apporté par la couleur. Avec Gauthier d'Agoty, l'artiste a pris le pas sur l'anatomiste.